Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel, maison de l'architecture, qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, c'est un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins. Bonjour Renaud Père et merci de votre présence dans notre studio de la Place des Terreaux à Lyon. Bonjour. Alors vous êtes 3e vice-président de la métropole de Lyon à l'habitat, au logement social, à la politique de la ville et à ce titre, vous êtes en charge de l'éco-rénovation des logements, de la lutte contre l'habitat indigne, de la politique du logement social ou encore du renouvellement urbain. On voit donc parmi ces nombreux sujets qui vous incombent, est-ce que vous pouvez nous préciser votre lecture justement des principaux enjeux qui caractérisent la métropole de Lyon aujourd'hui et peut-être même plus globalement, votre lecture de la ville et de ce que représente la métropole contemporaine dans sa diversité de ressources humaines, sociales, urbaines? La question est large, mais je dirais que les défis auxquels nous sommes confrontés de manière générale dans l'ensemble de nos villes, mais en particulier dans la ville ou la métropole de Lyon, c'est d'abord la question d'assurer ce qui a toujours fait la force de la ville, le mélange, la ville mêlée. C'est aussi, et particulièrement dans notre métropole, qui a toujours été, qui est même née ainsi, une métropole carrefour. C'est d'assurer l'accueil. Ce que nous appelons, à la suite d'autres, l'hospitalité. Et puis, il y a un troisième défi. À l'heure où chaque mètre carré artificialisé, construit, compte, à l'heure où la transition écologique ne peut plus être contournée, ne peut plus être retardée, la question précisément du déjà là, de faire avec l'existant. Donc je dirais qu'il y a 3 défis, la ville mêlée, la ville accueillante et la ville du déjà là. Et au regard justement de tous ces grands sujets à traiter, quelles sont aujourd'hui les réponses concrètes que vous avez pu développer ou initier en réponse justement à ces ambitions? Moi, j'ai l'immense honneur d'avoir une délégation au sein de l'équipe métropolitaine qui est extrêmement forte et au cœur des préoccupations et du quotidien des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises. Donc la première, pour répondre à la question notamment de la ville mêlée, c'est cette question finalement de la lutte contre ce que les sociologues appellent la gentrification. Comment on fait concrètement, à l'heure où les prix de l'immobilier flambent, à l'heure où il est de plus en plus difficile de se loger quand on n'a pas de revenus, à l'heure où on s'appauvrit par le logement, comment on fait pour lutter contre la gentrification, contre le fait que la ville serait réservée finalement qu'aux classes moyennes supérieures et aux classes aisées? Il y a une réponse à cela. Ça s'appelle, en France, depuis 110 ans, même plus, le logement social. Donc, depuis le premier jour du mandat, en juillet 2020, je m'engage, je me bats pour qu'il y ait plus de logements locatifs sociaux dans l'ensemble de la métropole. Très concrètement, pour vous donner un exemple, c'est la 2e phase du quartier Confluence, qui, sous notre impulsion, comporte désormais 60% de logements sociaux et abordables, c'est-à-dire notamment de l'accession sociale à la propriété. Pour répondre à la question de l'accueil, nous avons développé une politique de l'hospitalité. Dès les premiers jours du mandat, là aussi, nous étions face à une réalité majeure, qui était la question du grand squat de la Croix-Rousse, qui s'appelait le squat Maurice Sèvres. Il a fallu trouver immédiatement une solution. Ça a été l'objet de mes premiers jours, ma mobilisation des tout premiers jours, en allant écouter les médiateurs, en allant écouter les référents habitants. J'ai compris qu'il fallait trouver une sortie à ce squat. Et de là est née une politique foncière. Sur du foncier métropolitain, nous avons installé des tiny houses, des petites maisonnettes. Nous avons fait de l'urbanisme transitoire pour permettre à Francheville ou encore à Villeurbanne d'accueillir notamment des familles et bien souvent des mères isolées avec des enfants de moins de 3 ans. Donc nous développons cette culture de la politique de l'hospitalité qui est une des réponses à la politique, à une des formes de mal-logement et une politique de l'hospitalité, mais peut-être qu'on viendra aux limites, qui ne va jamais assez vite au regard de l'ampleur, de l'importance du mal-logement. Et puis le troisième élément, la ville du déjà là. Bien sûr, je pourrais vous parler de ce qui fait la force de
de notre métropole, avec son quartier, et une grande partie de la ville-centre qui est classée UNESCO. Bien sûr, je pourrais vous parler de notre patrimoine de l'entre-deux-guerres, mais même des années 50, 60, de notre force, finalement, patrimoniale. Mais j'ai envie de vous prendre un exemple sur lequel nous devons encore consacrer, nous devons nous mobiliser. La question des grands ensembles, la question des grands projets, des quartiers de très grande importance de logement social, ceux notamment décidés à la fin des années 50, je pense à Bron-Parilly par exemple. Quand nous sommes arrivés, Parilly-Nord, au nord précisément, notamment de l'autoroute, était acté du côté de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Mais on laissait complètement de côté Parilly-Sud. C'est-à-dire cette portion de quartier fait des grandes unités qui sont à la fois en bordure du parc de Parilly et contre l'autoroute. Eh bien, nous nous sommes battus auprès de l'ANRU pour obtenir que nous fassions un projet fondé sur la réhabilitation et non pas sur la démolition. Ça, c'est une des grandes victoires de la première moitié du mandat. Vous aviez d'ailleurs interpellé les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, qui ont une posture assez radicale sur la non-démolition. Ces architectes m'inspirent par leur vision sociale, par cette attention portée aux habitants et aux habitantes, par cette idée que ce qui a été produit dans les années 50-60 est de qualité, et ils le disent, et que par ailleurs il faut faire avec les habitants. Enfin, ils ont une force considérable, ils ont un vrai projet de société avant même d'avoir un projet architectural. Et je suis allé visiter leur réalisation à Bordeaux notamment. Et effectivement, ils nous ont inspirés dans notre plaidoyer auprès de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. D'ailleurs, vous mobilisez aussi dans le cadre d'une politique sociale, puisque vous avez fixé des objectifs initialement de production de 6 000 logements sociaux par an. À la 5 000 logements locatifs sociaux, effectivement, et 1 000 logements en bail réel solidaire, qui est une propriété 2 fois moins chère sous conditions de ressources. Voilà, j'allais y venir justement sur ce bail réel solidaire qui est exploré sur d'autres territoires en France. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un peu de recul sur la mise en place justement de ce dispositif et quelles en sont un peu les limites ? Non, ce dispositif est un vrai succès. Quand vous me parliez des objectifs, peut-être qu'on se dira un mot dans quelques instants. Nous avons été percutés par une crise du logement probablement inégalée depuis 20, voire 30 ans. Mais sur le bail réel solidaire, ce type de logement qui, il faut l'expliquer aux auditeurs et aux auditrices, qui est finalement né de la dissociation. C'est-à-dire que le foncier, le sol, reste la propriété de la foncière solidaire du Grand Lyon. Cette foncière, qui est largement financée par la métropole de Lyon, donc acquiert le foncier et permet que le bâti soit accessible, soit acquis 2 fois moins cher que le libre, que ce que vous voyez dans le marché classique. Alors, il y a une condition, c'est qu'il faut précisément avoir des revenus donc il faut avoir des conditions de ressources, précisément, et ce plafond, c'est celui du logement locatif social. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes à plus de 1600, presque 1700 logements en bail réel solidaire qui ont été engagés depuis 2020. Ces logements se destinent aux personnes qui sont éligibles au logement social. Nous en avons fait, nous en avons engagé. À la Croix-Rousse, je parlais tout à l'heure, ironie de l'histoire, mais ce n'est pas tant une ironie que cela, du squat. Sur ce site du squat, eh bien précisément, nous avons récupéré ce foncier qui était métropolitain, qui était promis à un promoteur pour en faire du logement abordable, dont notamment beaucoup de logements en bail réel solidaire. Nous en faisons à la Pardieu, nous en faisons à Villeurbanne, à Dardilly, demain à Caluire, mais aussi à Corbat. Nous en faisons dans l'ensemble de la métropole, et c'est un type de logement qui a rencontré son public. Quand j'ai fait les premières signatures chez le notaire, j'étais impressionné par notamment cette femme qui avait acquis un des premiers logements en bail réel solidaire et qui a dit « Désormais, je me rapproche de mon emploi ». Donc enfin, ça redonne du pouvoir d'habiter aux habitants et aux habitantes de notre métropole. Alors, on imagine qu'au moment où vous mettez en œuvre toutes ces politiques, évidemment, les choses doivent pas forcément se passer comme
l'imaginiez. Et donc, vous avez affaire avec des partenaires tels que l'État, peut-être la région, le département. Finalement, avez-vous été confronté à un certain nombre de situations de blocage, que ce soit sur un plan d'ailleurs technique, financier, culturel? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus le type de bras de fer qui se met en place aussi dans ces politiques? Dans mon domaine, et n'y voyez aucun aspect polémique, mais mon domaine principal étant le logement. Dans mon domaine, le premier frein est l'absence de politique nationale du logement. Et très honnêtement, oui, cela correspond à une chronologie politique. Oui, cela correspond à l'arrivée du président Macron aux responsabilités. Je ne veux pas polémiquer. Mais néanmoins, dès la première loi de finances qu'il a fait voter en 2018, il est allé ponctionner les bailleurs sociaux au moment où la construction ralentissait. Or, ce que nous connaissons dans ce pays, c'est que le logement social et les bailleurs sociaux ont un rôle contracyclique. C'est-à-dire quand le marché se ralentit, il faut absolument relancer par les bailleurs sociaux la production de logements. Et le président Macron l'a empêché. Donc, depuis 2018, depuis la loi de finances 2018, nous ne cessons de plaider pour une politique du logement. Nous n'avons pas eu d'écoute. J'ai siégé dans le Conseil national de la refondation logement et j'ai vu la première ministre Borne nous dire « je ne peux rien ». J'avais siégé avant dans la commission Rebsamen sur la relance de la construction. Et j'ai bien vu qu'au moment où nous avons fait des propositions, notamment fiscales, Bercy a repris la main. Donc la première entrave, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la première limite, c'est qu'il n'y a pas de politique nationale du logement. Et vous avez beau avoir une collectivité très engagée, comme la nôtre, et d'autres en France, à un moment, quand l'État n'est pas au rendez-vous, quand le gouvernement n'est pas au rendez-vous, alors cela pèche, alors cela limite les acteurs. Et aujourd'hui, nous en mesurons les conséquences avec des bailleurs sociaux qui ont une capacité d'investissement moindre qu'en 2020 ou qu'en 2018. Mais sur d'autres domaines, oui, la politique, c'est faire avec, encore une fois. C'est faire avec les partenaires. Lorsque nous déployons une politique de l'hospitalité, bien sûr que nous nous confrontons à une politique d'hébergement voulue par le gouvernement et qui bien souvent la lie bien souvent à une politique migratoire. Et ça ne vous échappera pas que nous ne sommes pas totalement alignés. Nous ne sommes pas alignés. Donc oui, c'est des discussions. Mais ce qui me frappe sur ce territoire, pour quand même voir le côté positif, c'est notre capacité à discuter ensemble. C'est notre capacité à nous mettre autour de la table, à dire nous arrivons à faire des choses. Je vais vous prendre juste un exemple. Il y a une question, notamment dans l'accueil et l'hospitalité, c'est la question des jeunes en recours. La métropole de Lyon évalue la minorité des jeunes qui arrivent sur notre territoire. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas reconnus mineurs. Certains d'entre eux peuvent faire un recours. Et nous étions dans un vide juridique. La métropole renvoyait à l'État, l'État renvoyait à la métropole. Nous avons créé sur ce territoire 102 places qui s'appelle le dispositif La Station, pour les jeunes en recours, pour qu'ils soient pris en charge notamment par une association qui s'appelle le MA. Et comment c'est financé ? Eh bien, c'est financé à 50% par la métropole, mais à 50% par l'État. Ici, plus qu'à Marseille, plus qu'à Paris, nous avons réussi à agir ensemble pour trouver des réponses à des centaines de jeunes qui étaient dans l'attente au moins d'avoir un toit sur la tête. J'aimerais aussi que vous puissiez peut-être nous expliquer comment vous arrivez à conjuguer ce qu'on pourrait considérés comme des formes de transition écologique et en même temps de réponse sociale. Dans ce contexte encore plus incertain, est-ce que là aussi, il y a un certain nombre de difficultés à pouvoir croiser ces deux types d'enjeux ? Moi, j'appartiens à une famille politique. J'ai créé récemment mon parti politique, Voix commune. Enfin bon, ça semble très approprié. Nous nous sommes réunis à une centaine de personnes pour créer une force politique qui s'appelle Voix commune. Et nous le faisons parce que nous sommes convaincus que sans une politique d'égalité, sans une politique de progrès social, nous ne réussirons pas la transition écologique. Les dernières grandes colères dans notre pays, les grands mouvements, sont liés à des questions écologiques, à la question de l'essence et de son coût, à la question des mobilités.
demain peut-être à la question du logement et notamment des passoires énergétiques. Je ne suis pas en train d'appeler à la mobilisation, mais on sait que la colère monte. Donc ce sont les questions écologiques, notamment qui traversent le quotidien des Françaises et des Français. Si nous ne faisons pas beaucoup plus en matière de redistribution, en matière d'égalité, en matière d'accompagnement, en matière d'égalité entre les habitants et les habitantes, entre les territoires, eh bien, nous allons vers une menace portée à la démocratie et à notre pacte social, voire notre pacte républicain. Donc, pour vous prendre un exemple, je suis très fier de porter dans l'exécutif le programme Éco-Rénov', qui permet la rénovation, notamment des logements. C'est la seule solution face aux passoires énergétiques. C'est-à-dire de véritablement faire une réhabilitation vertueuse qui permettra de réduire les charges des habitants et des habitantes. Oui, il y a une politique sociale dans Éco-Rénov'. Oui, nous portons une plus grande attention aux copropriétés dégradées, c'est-à-dire celles des propriétaires modestes, voire des propriétaires pauvres, car il y en a dans notre pays. Et bien souvent, ils passent à travers les mailles du filet des mesures mises en place depuis des années. Donc c'est cela qu'il faut faire, améliorer le quotidien pour ne pas laisser nos habitants, nos concitoyens, nos concitoyennes désœuvrés. Et c'est ça, la transition écologique. La transition écologique pose la question sociale du XXIe siècle, j'en suis convaincu. Vous savez, on a réussi à faire face à des grandes transitions par le passé. La révolution industrielle a été celle d'un grand choc dans notre pays et dans nos pays occidentaux. Les hommes et les femmes ont été amenés à se déplacer, quitter les campagnes pour aller vers les villes, ont changé la manière de gagner leur vie, ont changé les modes de travail. Et donc, cette grande révolution a été un choc au XIXe siècle. Et pour autant, de cette révolution est née une superbe idée qu'on a appelée le socialisme moderne. Donc, de la transition écologique doit naître une force politique de progrès social. Elle tarde encore à se former et surtout à être mobilisatrice. Alors, on le voit effectivement dans votre engagement en faveur des quartiers populaires, en faveur aussi de cette volonté, comme vous le dites, de redonner le pouvoir d'habiter aux citoyennes et aux citoyens. Est-ce que vous imaginez qu'il y a désormais un nouveau défi à relever qui peut-être aussi est de l'ordre d'un changement d'échelle? C'est-à-dire que qu'est-ce que représente pour vous le terreau de la métropole comme potentiel de transformation, pour demain notamment? La métropole, en tant que collectivité, est un outil formidable. Voulue par Gérard Collomb, créée en 2015, elle allie l'urbain et l'humain, comme disait Gérard Collomb. Elle allie la question sociale et la question finalement économique. C'est donc une réalité et une collectivité forte, intéressante. Mais néanmoins, cette collectivité est née dans une vision d'un homme, notamment, il faut bien le dire, qui était celle de la compétition. Celle aussi de ce qu'on appelait le ruissellement. Accumulons les richesses, elles profiteront au plus grand nombre et elles profiteront autour de nous. Sauf qu'on sait maintenant, 10 ans après, que ça n'a pas marché. Que ce ruissellement ne fonctionne pas. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons écologiques, limitons les mouvements pendulaires. Celles et ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour venir travailler depuis Saint-Vallier, depuis la Drôme, depuis l'Ardèche, depuis la Plaine de l'Ain, depuis l'Isère, mais aussi bien évidemment la Loire. Pour éviter ces mouvements pendulaires qui eux-mêmes dégradent notre santé à l'échelle de notre aire urbaine, pour évidemment prendre en compte ce périurbain qui aujourd'hui se détache du pacte républicain. Je pense à la question démocratique, je pense au comportement effectivement en faveur du comportement politique en faveur du Rassemblement national qui se niche notamment dans les bourgs. Eh bien, pour des raisons politiques, pour des raisons écologiques, et puis pour des raisons tout simplement de confort de vie, nous devons passer à une nouvelle échelle. Si vous me posiez la question de là où nous ne sommes pas allés encore aujourd'hui, du côté de la métropole, eh bien je crois que c'est du côté de la vision. Il nous faut une vision. Et la vision, elle ne peut pas être celle seulement de la métropole. Parce que vous voyez bien que la colère monte là aussi, entre le rural, le périurbain et les métropoles, dans l'ensemble de notre pays. Nous avons une responsabilité, nous, métropole de Lyon, de réfléchir à l'ère ou à l'échelle de l'ère urbaine. C'est ça la nécessité. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que demain, il faut que nous inventions des lignes de coopération, de réciprocité, diraient certains. C'est-à-dire cette capacité que nous aurions à financer là, un lieu de travail, à l'Arbrel, à Tarare, à Saint-Vallier, à Annonay,
en lien avec les entreprises de notre territoire et notamment de notre métropole, pour qu'on puisse limiter les mouvements pendulaires des hommes et des femmes qui habitent ces communes ou ces territoires, et pour qu'eux-mêmes puissent aller récupérer leurs enfants à la sortie de la crèche, de l'école, puissent consommer aussi sur place, puissent précisément justifier l'installation de services publics au plus proche d'eux. Cette métropole de la coopération, elle est à inventer. Mais c'est elle que nous devons créer pour des raisons démocratiques et des raisons écologiques. C'est, je crois, le grand défi de notre pays, mais peut-être qu'ici, nous avons toujours eu une longueur d'avance. Et comme Gérard Collomb l'avait imaginé à travers la métropole, nous devons absolument créer cette interdépendance, ou en tout cas la traduire, parce qu'elle existe, en matière alimentaire, en matière agricole, en matière de mouvement pendulaire. Cette interdépendance, nous devons la traduire en politique publique. Bien, nous arrivons déjà au terme de notre émission et nous vous remercions, Renaud Père, donc vice-président de la métropole de Lyon, pour cet échange court mais densément riche d'engagement, de vision prospective. Et nous vous donnons rendez-vous donc le 22 janvier 2025 pour un nouvel épisode de Terreau commun, mais également le 28 janvier pour une table ronde sur les politiques de rénovation urbaine et sociale menées par l'ANRU, dont vous serez l'un des invités. Cela se passera à la Public Factory. Et donc, je vous remercie de nouveau pour cet échange. Merci beaucoup. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.